Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief du week-end de football Database, débrief au cours duquel nous revenons sur l'actualité du week-end. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, je suis avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Nathanaël, bonjour à tous. Et comme chaque week-end, on est là pour justement débriefer, analyser l'actualité de ces précédents jours. Et on va d'abord commencer, bien évidemment, avec le match du Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. Pour le débat du jour, actualité oblige, on se dirigera vers les tirages des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Et on verra si c'est un bon tirage ou pas pour les Parisiens. Et puis en fin d'émission, on fera un focus sur la Nationale 2 et le Paris Atlético qui réalise un excellent début de saison. Mais pour le moment, nous allons revenir sur cette victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à l'AS Monaco, une victoire encore, on peut le dire, sur le plan collectif compliqué, mais en revanche, sur le plan individuel, il y a un joueur qui réussit plutôt pas mal sa saison et qui sauve le Paris Saint-Germain à chaque fois qu'il est sur le terrain. C'est Kylian Mbappé. On se demande si ce joueur il a des limites parce qu'à chaque fois il arrive à sortir, le Paris Saint-Germain devient des problèmes. Et Arnaud, est-ce que pour toi, Kylian Mbappé n'est pas le meilleur attaquant que la France ait connu depuis Zlatan Ibrahimovic? En tout cas, il a des stats qui parlent pour lui, hein. Très clairement. Il vient de marquer son 100e but en Ligue 1 avec le PSG en 124 matchs. Donc ça fait à peu près un but toutes les 81, enfin 0,81 buts par match, plus exactement, je vais y arriver. Ça fait 10 buts en 10 matchs contre Monaco aussi. Tu l'as dit, hein, il est au-dessus du lot. Il survole le championnat, en tout cas d'un point de vue statistique. Il survole son équipe aussi d'un point de vue impact et d'un point de vue influence sur le jeu et sur le résultat. Très clairement, il y a un PSG avec Mbappé, un PSG sans Mbappé. Celui avec Mbappé, il peut se reposer sur son génie français, alors que sans lui, on voit bien que c'est compliqué. Et on l'a encore vu en milieu de semaine contre Bruges où voilà, quand il n'était pas là, c'était compliqué aussi. Donc voilà, je pense que Mbappé aujourd'hui, en tout cas, il est monté d'un cran par rapport au début de saison où il était un peu timoré et il montre aujourd'hui de belles qualités qui font de lui le meilleur attaquant français. Alors, le meilleur attaquant en France depuis Ibrahimovic, je ne sais pas, parce qu'il y a eu Cavani qui était aussi très très fort. Mais en tout cas, le meilleur attaquant actuel et peut-être ce futur, ça c'est clair. Qu'est-ce que tu en penses, Nathanaël? Écoute, j'en pense que le temps passe et Kylian Mbappé, je pense qu'il nous fait un peu mentir dans la mesure où, en tout cas moi, m'a fait mentir dans la mesure où il a connu un petit passage à vide, entre guillemets, hein, bien évidemment, à son niveau et par rapport à ce qu'il peut donner sur un terrain. Parce que si on le juge à la hauteur du reste des joueurs, ça reste malgré tout un joueur exceptionnel, quand bien même il est des périodes de moins bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lors des précédentes saisons, on se posait des questions sur l'avenir de Mbappé à Paris parce que on n'est pas forcément satisfaction, sachant que d'un autre côté, on avait Neymar aussi qui, certes, ne jouait pas beaucoup, mais qui, quand il jouait, avait un réel impact sur cette équipe du PSG. On se rend compte cette saison qu'au final, c'est tout l'inverse. Et je te dirais même depuis la saison dernière, parce que déjà, en Ligue des Champions, c'était Kylian Mbappé qui portait le Paris Saint-Germain. On se rappelle de son triplé face à Barcelone. On se rappelle de son doublé aussi face au Bayern Munich. Et puis cette saison, à chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est lui qui sort le Paris Saint-Germain des problèmes, que ce soit par un but ou par une passe décisive. Et il me semble que c'est la 6e année consécutive qu'il a plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives, compétitions confondues. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, je te rejoins sur le fait qu'il peut avoir débat sur le meilleur attaquant, parce que comme tu l'as dit, on avait un Edinson Cavani qui lui aussi a rendu de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain et qui a de toute façon éclaboussé la Ligue 1 de son talent, par ses buts, par ses appels et par sa débauche d'énergie sur le terrain. Mais en revanche, je pense que Kylian Mbappé est pas loin d'être le plus efficace. Depuis Zlatan Ibrahimovic, si c'était même le plus efficace, parce qu'on se rend compte qu'il est complet en fait. Il peut faire la différence à tout moment sur n'importe quel geste. On se sent plus serein
plus complet. En fait, on sent qu'il a passé ce step justement de jeune espoir à joueur confirmé. Et aujourd'hui, ça se ressent parfaitement sur le terrain. Et puis, Zlatan Ibrahimovic, je pense qu'il sera toujours associé à cette image du Paris Saint-Germain qui change de galaxie entre guillemets et qui profitait aussi d'un collectif bien huilé avec un Maxwell, un Thiago Silva en pleine forme, un David Luiz, un Marco Verratti aussi qui était rempli de promesses, etc. Là, Kylian Mbappé se retrouve dans un Paris Saint-Germain où on a l'impression que c'est le seul capitaine à bord, bien qu'il y ait Lionel Messi qui est en train de prendre ses marques, un Neymar qui est plus trop là. Donc franchement, quand on analyse les contextes, je parle pas penser que Kylian Mbappé, quand même, sur les dernières années en France, c'est pas loin d'être le meilleur, vraiment. Ouais, après, c'est vrai que Ibrahimovic était très complet. Hein. Tu parles de fait d'être complet. Ibrahimovic, il était à la fois bon de la tête, bon avec les pieds, bon sur coup franc. Là, Mbappé, je pense qu'il a encore quelques progrès à faire, notamment sur le domaine aérien, où on sent que c'est pas encore son point fort, même s'il s'améliore. Il le dit, il travaille tous les jours à l'entraînement pour s'améliorer dans ce domaine-là, surtout maintenant qu'il joue à un poste d'avant-centre qui lui est promis et qui fait que forcément, il a beaucoup d'opportunités de la tête de conclure les actions. Donc, il doit s'améliorer, il doit progresser dans ce secteur de jeu et je pense qu'il a encore une belle marge de manœuvre à ce niveau-là. On voit à quel point c'est important aujourd'hui pour un avant-centre, à l'image de Cristiano Ronaldo, qui est devenu monstrueux dans ce domaine-là, d'être au top de la tête. Et là encore, il a beaucoup à progresser. Mais voilà, comme tu dis, Nathanaël, il est quand même très complet. Et il faut dire aussi qu'en 2021, il y a peu d'attaquants dans le monde même qui sont à son niveau. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à l'indice FBDB, il est numéro 2, numéro 3 en tant qu'attaquant, derrière Lewandowski et Benzema, mais tout juste derrière Benzema d'ailleurs. Et en termes de stats, il est deuxième meilleur buteur mondial derrière Lewandowski avec 49 buts. Il va bientôt passer la barre fatidique des 50, ce qui est très très rare d'un point de vue historique. Il y a très peu de joueurs qui franchissent la barre de 50 buts en une année calendaire. Et à côté de ça, et c'est là où c'est quand même très très fort, et c'est du niveau des plus gros, c'est qu'il a réussi 23 passes décisives. 23 passes décisives durant l'année, ce qui le place à la 5e position des meilleurs passeurs mondiaux 2021. Et là, donc, ça devient exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, aucun joueur au monde n'a réussi à de telles performances à la fois en tant que buteur et en tant que passeur. Et là-dessus, c'est assez incroyable sa réussite et on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir au PSG et en Ligue 1. C'est clair, ça fait de lui l'un des attaquants les plus efficaces du monde. Je pense, même si ce n'est le plus efficace, on additionne les buts et les passes décisives. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un fait que tu as énoncé et qu'on ne souligne pas assez à mon sens, je pense, depuis justement cette victoire du Paris Saint-Germain face à Monaco. Kylian Mbappé a inscrit 10 buts en 10 matchs face à son club formateur. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'on a peut-être trop tendance à banaliser en fait l'efficacité de Kylian Mbappé et de ce qu'il produit sur le terrain en disant c'est normal, c'est Kylian Mbappé et on a tellement l'habitude de le voir qu'au final on se dit que c'est anodin, mais marquer 10 buts en 10 matchs face à son club formateur, alors qu'on le rappelle, Kylian Mbappé il va fêter ses 23 ans dans quelques jours, c'est quand même exceptionnel comme statistique. Ouais, c'est exceptionnel, mais il n'en est pas à sa première. Si ce n'est que Monaco, c'est quand même un sacré client. L'équipe contre qui il a marqué le plus de buts, c'est Dijon. Bon, c'est pas du niveau de Monaco, il en a marqué 12 contre Dijon. Et derrière, c'est Lyon, l'OL, où il a marqué 11 buts, pareil, en 11 matchs. Donc là, en fait, il a ce talent-là et cette qualité-là de réussir à marquer contre les gros clubs. Et c'est ce qu'on demande aux grands joueurs, d'être décisif lors des gros matchs. Eh bien, il a cette qualité-là et il le montre. Il l'a montré encore hier contre Monaco, avec un PSG qui, comme tu l'as dit, n'était pas forcément dans sa meilleure forme, mais qui a pu compter sur Kylian Mbappé, encore une fois au top. Exactement, on le rappelle, hier Monaco perd le match 2-0, mais Monaco a montré quand même des choses très intéressantes dans le jeu, mais une fois de plus, Paris a su se rendre efficace
par l'intermédiaire de Kylian Mbappé qui est monsieur efficacité et monsieur grand match du côté du Paris Saint-Germain. Et justement, ça va nous permettre d'enchaîner sur le débat du jour qui est bien évidemment sur les tirages au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui, ironie du sort, affrontera probablement le prochain club de Kylian Mbappé. En tout cas, c'est ce qui se dit, le Real Madrid. 13 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Pour toi, Arnaud, est-ce que c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain? Alors là, je suis sûr qu'il va y avoir débat avec toi, Nathanaël. Pour moi, effectivement, je pense que c'est un bon tirage compte tenu des autres adversaires possibles de Paris. Alors, on va rappeler juste en deux mots qu'il y a eu un énorme couac autour de ce tirage au sort, puisqu'il a déjà eu lieu à midi, en ce 13 décembre, mais le tirage au sort a été refait parce qu'il y a eu des erreurs d'un point de vue informatique sur le tirage au sort. Au départ, Paris devait affronter Manchester United. Et finalement, le tirage a eu lieu à nouveau. Il a été refait pour la première fois de l'histoire. Il a été refait à 15h et Paris est tombé donc sur le Real Madrid. Si on pouvait choisir entre Manchester United et Real Madrid, j'aurais dit Manchester United forcément est un meilleur tirage pour Paris. Maintenant, je trouve que le Real Madrid, compte tenu des autres adversaires potentiels de Paris, et notamment, il y avait Liverpool, le Bayern Munich, entre autres, je pense que c'est un bon tirage pour Paris. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, sous Ancelotti, n'est pas le Real Madrid qui a régné sur l'Europe pendant l'ère Zidane. Je trouve que cette équipe, depuis qu'elle a perdu Cristiano Ronaldo, est un petit peu en dessous de ce qu'elle était et largement prenable, en tout cas pour un Paris qui est à son niveau. Alors après, c'est sûr que le Real aujourd'hui, c'est quand même, ça reste costaud, ça reste une grosse équipe, mais de toute façon, à ce niveau-là, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Mais pour Paris, en tout cas, je pense que c'est un meilleur tirage que ce qui aurait pu arriver avec, par exemple, Liverpool ou le Bayern. Mais je suis sûr, Nathanaël, que tu vas me contredire. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi dans la mesure où, évidemment, et même avant toute chose, j'aimerais préciser que l'issue aussi de ces huitièmes de finale dépend énormément de la prestation du Paris Saint-Germain parce que chaque année, on ne sait pas sur quel Paris Saint-Germain on va tomber lors des phases d'élimination directe en Ligue des Champions. On peut tomber sur une équipe extrêmement fébrile, extrêmement en doute, comme tomber sur une équipe qui est capable de renverser les meilleures équipes du monde. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a une part sur l'issue de la double confrontation. Néanmoins, c'est vrai que quand on regarde les formes des grosses équipes en Europe, on a un Bayern Munich qui est quand même assez conquérant, un Liverpool qui met 2 ou 3 buts par match. Néanmoins, le Real Madrid, à mon sens, depuis le début de la saison, est peut-être pas aussi impressionnant en termes de spectacle, mais en revanche, dans la maîtrise, dans le contrôle des matchs, ce Real Madrid est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, on a l'impression que cette équipe-là maîtrise son sujet et qu'elle a limite rien à craindre quand même elle encaisse un but en fait. Et je trouve que Carlo Ancelotti a ramené cette stabilité qui manquait au Real Madrid justement depuis le départ de Cristiano Ronaldo où, si tu veux, ce manque de contrôle-là, sous le cadre de Zidane, pouvait être effacé justement par le fait que Cristiano était capable de mettre un but à n'importe quel moment. Chose qui n'est plutôt vraiment le cas maintenant parce que Cristiano n'est plus là et que forcément un attaquant qui te met 60 buts par saison, quand il n'est plus là, ça se voit. Mais aujourd'hui, quand tu rajoutes justement cette force collective, que tu comprends justement ce manque par cette force collective, et que tu rajoutes à ça que même sur le plan des individualités, cette saison, on a un énorme Thibaut Courtois, on a Toni Kroos et Luka Modric qui sont revenus à leur niveau, avec Casemiro aussi. On a Karim Benzema qui nous cesse de nous surprendre et qui se bonifie, on a l'impression, avec l'âge. On a un Vinicius aussi qui passe un cap. Donc, individuellement et collectivement, ce Real Madrid-là reste, à mon sens, très très dangereux et compliqué à manier. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément un tirage aussi simple qu'on ne le pense pour le Paris Saint-Germain. Ouais, après, moi, je vais te rejoindre sur un point, c'est que si on devait jouer le Real Madrid demain, je serais très inquiet pour Paris. Parce que le Real, il reste quand même sur 10 matchs
10 victoires consécutives, là, toutes compétitions confondues. Effectivement, ils prennent peu de buts. Ils sont hyper efficaces. Ils cadenassent très bien leur partie. Donc aujourd'hui, si on devait affronter les Real, j'aurais un peu peur. Après, l'avantage qu'on a, entre guillemets, c'est que ce match, il va avoir lieu en février. Que du coup, il va y avoir 3 mois qui vont passer. Et qu'en 3 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Déjà, il va y avoir le mercato hivernal, où potentiellement il pourrait y avoir pas mal de changements, aussi bien à Madrid qu'à Paris. Il va y avoir un événement qui va être hyper important aussi, c'est le positionnement de Mbappé, qui va devoir, à ce moment-là, avant peut-être même le match contre le Real Madrid, décider de son avenir. Et tu l'as dit, c'est potentiellement son futur club. Et aujourd'hui, s'il décide de jouer contre le Real, de signer au Real Madrid, et il pourrait le faire dès janvier, dans quel état mental va-t-il se retrouver lors de ce match contre le Real, en sachant qu'il va signer là-bas 6 mois plus tard, quoi. C'est un peu compliqué pour lui de dire je vais faire comme si de rien n'était, et puis je vais éliminer mon futur club en lui mettant peut-être un petit peu en délicatesse par rapport à leur avenir, etc. Et donc du coup, il y aura forcément cet a priori ou peut-être le petit quelque chose qui fera que il sera pas à 100% et qu'il se donnera peut-être pas à fond. Alors, j'en sais rien, je fais des hypothèses, mais en tout cas, ça peut jouer sur la forme de Kylian Mbappé, et on voit aujourd'hui que c'est l'arme numéro 1 de Paris. Mais là où je dis que c'est important que ça se joue dans 3 mois, c'est que dans 3 mois, on aura peut-être retrouvé un grand Lionel Messi, et là, ça pourrait devenir d'ici là l'arme numéro 1 de Paris. Et on pourrait aussi également retrouver Sergio Ramos, peut-être en pleine Et Sergio Ramos face à son ancien club, exactement. Face à son ancien club, c'est clair. Mais évidemment, je pense que tu as ciblé la bonne personne. Kylian Mbappé, à mon avis, sera certainement au centre des débats lors de cette double confrontation face au Real Madrid, parce que forcément, son avenir sera énormément discuté. Peut-être que ça pèsera sur son mental, peut-être que ça va ternir sa performance face au Real Madrid, ou peut-être qu'au contraire, ça va aussi le booster, le gonfler à bloc pour justement sortir un gros match face au Real Madrid. Mais c'est vrai aussi, comme tu l'as dit, le match aura lieu en février, donc les formes seront différentes et les dynamiques aussi. Mais contrairement aussi à d'autres années, du côté du Real Madrid, alors le club madrilène a 13 points d'avance sur l'Atlético, 18 sur le FC Barcelone. Donc, sans trop s'enflammer, je pense qu'on peut dire que le championnat devrait aller pour le Real Madrid. Donc, ça fait malgré tout 3 points en moins pour le Real Madrid, et de même que Paris, qui sera certainement champion. Oui, là-dessus, ils sont dans la même situation l'un comme l'autre. Hein. Exactement. Donc, voilà, je pense que l'objectif, très clairement, cette saison, du côté du Real, ça va aller chercher la Ligue des Champions, même si c'est l'objectif du club chaque année, mais à plus forte raison de faire le doublé, voire le triplé avec la Coupe d'Espagne. Je pense que du côté de Madrid, on en a aussi conscience. C'est vraisemblablement la dernière saison aussi de Luka Modric. Donc, il y a, je pense aussi, une idée d'aller faire une last dance, comme on dit. Ça fait le parallèle avec Michael Jordan pour aller justement chercher cette 14e Ligue des Champions et la 5e justement pour Luka Modric. Donc, voilà, je dis quand même attention au Real, parce que là où tu pourrais avoir ta chance face à Liverpool, par exemple, c'est que si tu décides d'emballer le match, tu sais que, ok, d'un côté, tu as Salah, tu as Mané, tu as Armégal, tu as aussi Mbappé et Messi, ce qui fait que si on part dans un match de folie, ça peut jouer à l'équipe qui marque le plus de buts, sachant que la règle du but à l'extérieur n'est plus là. Ouais. Face à Munich, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais l'année dernière, tu nous as prouvé que tu étais capable de les éliminer. Donc, on a aussi quelques petites, pas certitudes, mais quelques petits points positifs si Paris avait sorti les Bayern. Alors que le Real Madrid, c'est une équipe à qui tu sais que mettre 3 buts, ça va être compliqué, parce que derrière, justement, tu as cette sérénité, cette stabilité. Avec Alaba, tu sais aussi tout de suite adapter au foot madrilène. Donc, je dis quand même attention au Real. Ça ne veut pas dire que Madrid va passer, bien évidemment. Évidemment que si Paris joue à son niveau, ça risque d'être aussi ultra compliqué pour le Real Madrid. Ouais. Mais
c'est pas non plus un tirage de tout repos. Il ne faut pas oublier que Paris, quand même, le dernier souvenir qu'a le Real Madrid de Paris, il est plutôt mauvais, hein, puisque Paris avait gagné 3-0 en septembre 2019 à domicile contre le Real, avant de faire 2-2 à Bernabeu quelques semaines plus tard. Donc, alors c'était en phase de groupe, c'était pas en élimination directe. La dernière fois que Paris a éliminé le Real Madrid en phase d'élimination directe, ça remonte à 1994, donc ça ne nous rajeunit pas. C'était en Coupe des vainqueurs de coupe, avec une victoire notamment 1-0 de Paris à Bernabeu grâce à Mr. George Weah. Donc ça remonte très clairement. On n'a pas de très très bons souvenirs en élimination directe contre le Real Madrid. Malgré tout, et comme tu dis, je pense que ça va dépendre essentiellement de la forme du moment. Aujourd'hui, on a du côté du Real, on a un Vinicius qui marche sur l'eau, on a un Benzema qui est au sommet de son art. Je l'ai dit tout à l'heure, il est deuxième meilleur attaquant mondial au classement FVDV derrière Lewandowski, c'est pas un hasard. Il a marqué déjà 18 buts depuis le début de la saison avec le Real et fait 8 passes décisives. Donc là aussi, c'est monstrueux pour un joueur de 35 ans. Donc voilà, ça va être compliqué très clairement si le Real reste sur cette dynamique-là, mais on peut imaginer que voilà, les dynamiques s'inversent, ou en tout cas se rééquilibrent un petit peu avec un Paris qui est peut-être trouve un petit peu un fond de jeu, ou en tout cas un Lionel Messi un peu meilleur, qui retrouve un Neymar aussi qui reviendra logiquement de blessure un petit peu avant ce huitième de finale. Et puis on va voir, il y a Sergio Ramos aussi peut-être qui sera de retour enfin à son meilleur niveau et pour plus qu'un match. Ouais, on espère. En tout cas, je pense que lui aussi, il doit l'avoir dans un coin de sa tête. Le fait de pouvoir affronter le Real Madrid, un club avec lequel il a tout remporté. Et je pense qu'aussi la clé du côté du Paris Saint-Germain, ça va être justement la capacité à faire défendre Ferland Mendy et Dani Carvajal, qui sont vraiment excellents depuis le début de la saison et qui se montrent très dangereux sur le plan offensif du côté du Real Madrid. Et je pense que le Paris Saint-Germain, objectivement, a les capacités pour les faire défendre, a la matière pour les faire défendre justement. Donc, on verra bien comment tout ça va s'articuler. Juste très brièvement, avant de passer sur le focus, évidemment, il y a un autre club français en Ligue des Champions, il y a le LOSC, qui a attiré Chelsea. Ça sent mauvais pour Lille, tu penses? Ou sur un malentendu, peut-être que le LOSC n'a pas eu de chance parce que lors des deux tirages, ils sont tombés sur Chelsea. Sachant que c'était potentiellement vraiment le pire tirage possible pour le LOSC. Hein. Je crois que dans le chapeau 2, il n'y avait pas pire que Chelsea a tiré. Ils n'ont vraiment pas eu de chance. Ils ont tiré 2 fois. Donc là, pour le coup, il n'y a pas vraiment débat sur le fait que c'était leur destin. Ça va être compliqué, hein, très clairement, d'affronter l'équipe de Tuchel. Chelsea qui est une équipe ultra solide, ultra costaude, et qui est un petit peu le pendant de Lille en Angleterre, mais avec des moyens et des joueurs qui sont bien au-dessus individuellement et collectivement. Donc voilà, ça va être, je pense qu'ils pourront y aller la fleur au fusil, le couteau entre les dents et sans avoir trop peur du résultat, parce qu'ils partiront loin, loin, loin d'être favoris. Et après, on ne sait jamais, hein, sur un match ou deux, il peut y avoir un exploit à la clé. Quoi. Ouais, de toute façon, cette saison, de ce qu'on a pu voir pour le moment, on voit un Lille en Ligue 1 et un autre Lille en Ligue des Champions. Après, est-ce que ça sera suffisant pour éliminer Chelsea? Je ne sais pas. En revanche, je pense que le double de confrontation risque d'être un peu plus serré et plus disputé que les gens ne pensent, parce que en termes de profil collectif, le genre d'équipe qui pose le plus de problèmes à Chelsea, en général, ce sont des équipes un peu comme le LOSC, qui sont capables de jouer en transition, de se projeter très vite vers l'avant, capables aussi de faire de grosses batailles au milieu de terrain. Donc, malgré tout, au vu des qualités individuelles du côté des Blues, je pense qu'à terme, Chelsea devrait logiquement s'imposer et passer. En revanche, je pense que Lille va quand même poser quelques petits problèmes. Et puis, on ne sait jamais. Hein, sur un match, sur 2 matchs, du coup, tout est possible. Et on se rappelle que la saison dernière, Chelsea aurait pu sortir face à Porto. Ça s'était joué lors du match retour.
C'était très, très, très serré. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, en tout cas. Si je devais te En tout demander cas, on leur souhaite le meilleur, très clairement. Ça exactement, sera difficile, mais pas impossible parce que ça reste du foot et tout est ouvert. exactement. Et pour finir ce débat du jour, si tu dois te mouiller, Paris, Real Madrid, tu passes en quart de finale? Euh, Très difficile à dire, mais je pense que tu l'as compris. Moi, je pense que Paris est supérieur, donc je vois Paris passer. Et toi? Pour moi, c'est le huitième de finale le plus serré. Vraiment le plus serré. Ça dépend énormément de la dynamique du PSG aussi, surtout dans Ouais, trois je mois. pensais que tu aurais parlé de Salzbourg contre le Bayern en termes de plus Ah serré. oui, le tirage possible pour le Bayern Munich. Vraiment tomber sur l'ogre autrichien. C'est Franchement, ça. quel plaisir le Bayern Munich. Non, franchement, je pense que ça va être vraiment très, très discuté. Mais bon, je vois bien les tauliers du Real dans leur trentaine sortir une double grosse confrontation. Donc, je vois le Real Madrid passer de peu, mais vraiment très peu. Ouais, ça ferait très 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 mal en tout cas au PSG et aux actionnaires qataris, si Ah c'est bah le cas. ça, c'est clair. Après une finale et une demi-finale, sortir en huitième de finale, c'est Mm. un peu compliqué. Et Mais alors, je parle même pas de Pochettino dans l'histoire. c'est clair que ça serait très 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 compliqué pour lui. Mais restons à Paris, mais cette fois-ci du côté de la Nationale 2, avec le Paris 13 Atlético qui réalise une très bonne première partie de saison, hein, leader de sa poule. Donc on se rend compte que c'est une équipe qui au fil des années progresse au point de être maintenant au niveau national et de réaliser une bonne saison. Je pense que c'est possible qu'on les voit un peu plus haut l'année prochaine, par exemple. Bah, en tout cas, ils sont armés pour, hein, très clairement. Ils ont même changé de nom hein, pour s'armer pour le haut niveau. Ils s'appelaient les Gobelins avant. Ils ont changé de nom en Paris 13 Atlético. Alors peut-être que ça fait plus peur aux gens parce qu'il y a le terme Paris dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien hein, avec sous l'impulsion de leur entraîneur Fabien Valéry, qui est un coach qui a bien connu la région parisienne, hein, puisqu'il a longtemps joué au Red Star notamment, et donc qui réalise plutôt des bonnes performances au sein de cet effectif de parisien, avec un taux de succès de 54% depuis qu'il est là, donc c'est quand même pas moche du tout. Et puis ils font un parcours plus qu'honorable hein, en National 2 aujourd'hui, puisque tu l'as dit, hein, ils sont plutôt bien partis, ils réalisent de belles performances face à des équipes qui ont quand même un petit bagage aussi. Voilà, il y a juste un petit bémol, c'est la Coupe de France où effectivement c'est un peu plus compliqué. Ils se sont fait éliminer deux années consécutives au quatrième tour qui correspond à leur premier tour à eux. Donc, mis à part ça, je trouve que voilà, cette équipe, elle est, comme tu l'as dit, elle progresse d'année en année. Là, je pense elle a atteint un bon niveau avec un très très bon milieu. Tu vas peut-être en parler, Laina Nomen Janahari, qui est un international malgache de 36 ans et qui aujourd'hui, on va dire, mène cette équipe vers des succès. Ouais, bien sûr, c'est clair. Au final, cette équipe-là avance dans le bon sens. C'est aussi, il me semble, la meilleure défense du championnat. Donc, ne pas prendre de but en National 2, c'est quand même preuve d'une solidité qui, justement, peut te permettre d'aller plus haut. On voit aussi, comme tu l'as dit, par le biais de Noman Janari, qui a foulé les pelouses de Ligue 1, notamment avec le Racing Club de Lens, qui a aussi longuement joué au PFC et qui a évidemment une expérience en tant qu'international. Donc, avoir un joueur comme ça dans son équipe, c'est pas anodin du tout. Je pense que ça rajoute justement de l'expérience à cette équipe qui est vraiment bien rodée, comme tu l'as dit, la seule ombre au tableau. C'est voilà, ces éliminations en Coupe de France. Mais bon, on sait que pour ces équipes-là,
en général, la rentrée en Coupe de France correspond avec le début de la saison, ce qui fait que on n'est pas encore bien rodé par rapport à des équipes qui ont pu reprendre un peu avant, qui ont déjà peut-être un ou deux tours de Coupe de France avant. Donc c'est un peu compliqué. Mais on voit que cette équipe elle était en R1 il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est en N2. Elle connaît sa vraie première saison en N2 parce que, comme on le sait tous, avec le Covid, ça a été compliqué justement pour les équipes bah, euh, semi-pro. Donc voilà, première saison, vraie saison en National 2. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Et puis en fin de saison, on verra comment ça se passe. Ouais, très, très clairement, cette équipe, elle est quand même assez impressionnante, hein. Tu l'as dit, une seule défaite depuis le début de la saison à Reims, sur le score de 2-1. Donc, elle est solide, elle ne perd pas, elle est leader de son groupe, effectivement, tu l'as dit. Donc, elle a tout pour réussir et elle est amenée par un coach qui connaît son métier et qui fait du bon boulot. Donc ça semble plutôt bien parti. Ouais, et puis enfin, le Paris 13 Atlético rejoindrait une liste de nombreux clubs franciliens dans les étages supérieurs des ligues françaises. Et tu sais, pourquoi pas un jour accéder à plus. Mais dans tous les cas, oui, cette équipe-là, pour le moment, elle avance bien. On a parlé de Mohamed Janahari, mais on peut aussi parler du gardien, Germain Sanou, international burkinabé, qui lui aussi a cette expérience-là internationale. Donc, on se rend compte que cette équipe-là, elle est issue quand même d'un beau mélange entre expérience, jeunesse et aussi, comme tu l'as signifié, le coach qui a une grande expérience justement de ce football francilien et justement des performances dans ces divisions-là entre le National 2 et le National. Donc, ouais, je demande à voir. En tout cas, dans tous les cas, ça se passe très bien pour eux. Et puis, même si c'est pas la meilleure attaque du championnat, au moins, elle a le mérite de pas beaucoup encaisser. Et je pense que de toute façon, comme on dit, c'est comme ça qu'on gagne les championnats avec une grande défense. Donc, en tout cas, on leur souhaite de continuer ainsi. Ouais, et puis, faut aussi souligner qu'ils ont leur Roberto Carlos local, hein, puisqu'ils ont un défenseur latéral gauche brésilien, ce qui est quand même pas anodin à ce niveau-là, hein, Nelsinho, qui a signé cet été en provenance de Chypre. Et donc, il fallait le trouver, hein, celui-là. Il a 34 ans et bon, pour l'instant, il réalise plutôt des bonnes performances sur son côté gauche. Bon, écoute, en tout cas, on leur souhaite de bien terminer la saison. Et pour nous, c'est la fin du débrief, Arnaud. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker, partager ce live. Cette émission, pardon. Vous pouvez également avoir accès à tous nos replays sur la chaîne YouTube et bien évidemment toutes les statistiques dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous pouvez également les retrouver sur le site footballdatabase.eu. Arnaud, comme d'habitude, comme le veut la tradition, je te laisse le mot de la fin. Oh, bah, t'as tout dit, c'est parfait. Bon, écoute, si j'ai tout dit, c'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain débrief. À bientôt.